Bonjour à toutes et tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis pas un grand fan de la vidéo ni des chaînes YouTube, donc c'est pour ça que c'est plutôt rare. Celle-ci, je voulais la faire depuis un bon moment déjà, et elle concerne un passage particulier d'un de mes livres, le premier que j'ai publié, qui s'appelle donc L'ego cache toujours une montagne de pureté, mais pas le solo. Ce livre, donc, c'est un livre autobiographique qui m'a permis de vous présenter le haut Himalaya en hiver et sa dimension donc géographique, mais aussi humaine à travers de quelques rencontres que j'ai pu faire dans le haut Himalaya et surtout la dimension spirituelle. Aujourd'hui, donc, c'est en particulier la dimension spirituelle qui va nous intéresser dans cette petite vidéo, puisque je vais vous relater un moment très précis du livre, un moment où physiquement et moralement c'était devenu extrêmement difficile. Donc pour resituer le contexte, nous sommes en fin d'hiver 2012 et je suis donc au pied de l'Everest. Pour ceux qui connaissent un peu cette région, je viens juste de faire l'ascension du Kalapatar avec ses 5650 mètres. Il faisait extrêmement froid puisque nous sommes en hiver, et en plus ce jour-là il y avait un vent de nord assez terrifique et une absence de soleil, donc c'était une journée extrêmement froide et qui faisait suite à 10 jours de marche intense en solitaire, puisque comme le nom du livre l'indique, n'est pas le solo, ce voyage se faisait sans guide, sans porteur et sans moyen de communication. Voilà, donc le passage en question est très simple. Je redescendais donc du Kalapatar et je souffrais d'un œdème pulmonaire, donc avec des graves problèmes respiratoires. J'étais même, selon les habitants locaux qui connaissent bien les affres de cette maladie, aux portes du décès. Voilà, donc je redescendais le plus vite possible, puisque c'est la meilleure solution quand on souffre du mal aigu des montagnes que de redescendre. Tout simplement, c'est le meilleur remède que l'on puisse trouver. Donc c'est ce que je suis en train de faire, et à ce moment-là, pour ceux toujours qui connaissent, je redescendais sur le village de Lobuche et on passe devant une montagne qui est pour moi emblématique, qui s'appelle le Noupse, qui fait quasiment 8000 mètres d'altitude. Et donc lors de cette descente, j'ai plus aucune notion du temps ni de l'espace. C'est une expérience absolument singulière, et alors que je suis en train de marcher, je me rends compte que il y a une forme de silence absolu. Il n'y a absolument aucun bruit. C'est donc le lendemain de mon ascension du Kalapatar, et ce jour-là, il faisait, contrairement à la veille, un soleil absolument radieux. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel et pas un souffle de vent. Donc, quand ces deux conditions-là sont réunies et que vous vous trouvez à plus de 5000 mètres d'altitude en pleine montagne, eh bien, vous pouvez découvrir l'expérience du silence absolu. Donc c'était exactement cette expérience que j'allais faire pour la première fois de ma vie, l'expérience du silence absolu. Me rendant compte qu'il n'y a plus aucun bruit, je m'assois, je me mets en position du lotus et je commence à méditer. La première réaction, elle est très simple, c'est on est tellement habitué à avoir tout le temps du bruit que c'est de chercher le moindre petit son autour de moi, et en fait il n'y en a pas. Donc après cette recherche puissante d'essayer de trouver un bruit auquel accrocher le mental, eh bien, je me rends compte qu'il n'y a pas de bruit, que je suis dans le silence total. Du coup, là, c'est d'autant plus flagrant, toutes les pensées envahissantes qu'on peut avoir sont d'autant plus flagrantes et puissantes à l'intérieur de soi. Donc, par le biais de la méditation, j'y mets fin aussi, et je me retrouve donc dans un silence aussi bien extérieur que intérieur. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans un premier temps, comme je le décris dans le livre, c'est comme un coup de massue qu'on prend sur la tête. C'est vraiment une expérience très étrange, et j'étais encore bien loin de ce que j'allais découvrir par la suite dans le temps qui a suivi, donc temps entre guillemets, puisque j'avais plus aucune notion de temps. J'avais les yeux ouverts sur cette montagne, et je n'avais plus aucune notion ni de temps ni de l'espace. C'était vraiment très particulier. Et à ce moment-là, un homme très âgé est apparu de nulle part, parce qu'en plein hiver comme ça, à plus de 5000 mètres, il y a quand même très peu de monde qui passe dans ces endroits. Et il s'est assis à côté de moi sans rien dire, et il s'est aussi mis en position du lotus et s'est mis aussi à méditer à côté de moi. Donc on était l'un à côté de l'autre face à cette montagne en train de méditer. Et j'ai eu d'un seul coup un ressenti extraordinairement puissant, comme quoi
cette montagne était peuplée d'esprits. Voilà. Alors, pour nous autres occidentaux, ça peut paraître complètement fou d'avoir l'impression qu'une montagne et du minéral puissent être imprégnés par des esprits. Par contre, pour les gens qui habitent là, les fameux Sherpas, ça n'a absolument rien de si extraordinaire que ça. D'ailleurs, pour vous dire, les maisons les plus anciennes de cette région n'avaient jamais aucune ouverture donnant sur les sommets. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne fallait pas déranger les esprits. Donc vous voyez, pour eux, le fait qu'il puisse y avoir des esprits sur ou dans la montagne n'a absolument rien d'extraordinaire. Par contre, pour un occidental, c'est déjà beaucoup plus particulier de d'un seul coup se connecter aux esprits de la montagne. Et c'était vraiment ça. Je me suis vraiment connecté aux esprits de la montagne. Et l'enseignement qu'ils avaient à me donner était tellement hors norme et tellement inhumain d'une certaine façon, que j'ai assez rapidement compris qu'il était inutile d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait et ce qui m'était envoyé comme information et comme ressenti, et que la seule chose qu'il y avait à faire, en fait, c'était extrêmement simple. C'était d'être exactement comme une imprimante, dans laquelle vous mettriez une feuille de papier blanche et vierge. Donc vous glissez la feuille dans l'imprimante, et l'imprimante c'est la montagne, c'est elle qui va imprimer les informations qu'elle a envie d'imprimer sur cette page blanche. Donc en fait, au travers de ce silence et de cette méditation, je me suis présenté à la Moupsé et aux esprits qui avaient à l'intérieur du Moupsé, telle une page blanche, et j'ai laissé la page s'imprimer, sans chercher à la lire, sans chercher à comprendre ce qu'il y avait dedans, étant parfaitement conscient qu'à cet instant-là, ce n'était pas possible, et qu'il suffisait juste d'accepter cette possibilité, d'avoir la foi en ce qui m'était proposé, et de profiter du fameux ici et maintenant, l'instant présent, que là je vivais comme jamais je l'avais vécu auparavant. Donc j'ai laissé cette page s'imprimer en moi-même, et puis je me suis dit, de toute façon, les informations que tu vas recevoir là, tu pourras les comprendre plus tard, je ne sais ni où, ni quand, ni comment, mais ça va pénétrer en toi, et ce qui est imprimé sur cette feuille, tu vas forcément finir par le décrypter à un moment ou à un autre. Il te sera donné la possibilité de le décrypter, ce qui fut le cas à mon retour en France plusieurs semaines après. Tout ce qui m'avait été en effet divulgué comme information ésotérique par les esprits de la montagne, je les ai reçus ensuite. Et j'ai essayé de les retranscrire, surtout dans le tome 2 de Népal Solo, tout le titre « La révélation de soi ». Et en fait, c'était la confirmation de choses que j'avais déjà ressenties par voie, on va dire, canalisée, bien que j'aime pas trop ce mot-là, et que j'ai retranscrit dans mon livre « Les maladies du bien » qui retrace mon parcours spirituel de l'âge de 20 ans à 40 ans. Voilà, donc cette expérience inouïe de la vacuité, ce sentiment aussi face à la montagne, dans un premier temps d'être absolument rien, donc quelque chose de très réducteur, d'être ni plus ni moins qu'un microbe, un atome, et en même temps d'avoir la réponse de la montagne en face qui vous dit non, tu es tout. Et donc à ce moment-là, l'information était extrême, c'est-à-dire que d'un côté je savais que je n'étais rien aux yeux de l'univers, et de l'autre côté je savais que ce rien était tout, et qu'il faisait partie justement de l'ensemble des atomes dont est constitué l'univers, et que l'univers a besoin de l'ensemble des atomes dont il est constitué. C'est ce que j'ai écrit dans Les maladies du bien, c'est-à-dire que je crois que s'il manquait un seul atome à l'univers, il ne serait pas tel qu'il est, et s'il y en avait un en plus, il ne serait plus tel qu'il a été conçu initialement. Donc il faut bien qu'on se rende compte que chaque atome est un univers en lui-même, et que donc les milliards de cellules qui constituent notre organisme sont constitués de ces mêmes atomes qui viennent de la création primordiale de l'univers. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'y reconnecter et de toucher les informations d'amour et de compassion qu'il y a à l'intérieur de cette possibilité et de chaque atome. En fait, chaque atome est empli de cette énergie primordiale qui nous a conçus, de l'amour. Et donc s'y reconnecter, c'est redécouvrir que nous sommes des êtres de lumière et des êtres d'amour. Voilà, donc depuis ce jour-là, c'est à ça que j'essaie de me reconnecter, avec toutes les difficultés que ça comporte, puisque quand on revient dans le monde occidental tel que nous le connaissons, tel que chacun d'entre nous le connaît, avec le bruit, les sollicitations, le divertissement, le travail, les enfants, enfin tout. Donc du coup, c'est plus difficile, mais ça se fait, et c'est quelque chose qui doit se pratiquer quotidiennement, et ça ouvre de très grandes portes. Voilà. Donc je ne vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue que ça, je pense que l'essentiel est dit. Je vous invite à lire en dessous de cette vidéo l'extrait et l'article qui va avec, si vous n'y êtes pas venu
si vous n'êtes pas venu à cette vidéo par l'article. Voilà. Et puis je terminerai en vous précisant une dernière chose, c'est que, donc, comme vous avez pu le voir depuis quelques années, la science est en train de découvrir et de prouver que les végétaux ont une vie beaucoup plus riche que celle qu'on pensait, à savoir qu'ils peuvent échanger des informations, ils peuvent aussi s'entraider. Ça c'est surtout pratiqué sur les forêts. Il y a eu ce best-seller d'un Allemand sur la communicabilité des arbres entre eux. Alors je terminerai cette vidéo en vous précisant que cette communication et cette forme de vie très proche de la nôtre, elle existe aussi pour les minéraux. Et je peux même vous dire qu'elle est en fait plus ancienne, puisque si on regarde chronologiquement, c'est assez simple. Notre univers de matière a été constitué en premier lieu par le minéral. Donc c'est le minéral qui a l'encodage source de l'amour. Donc se connecter au minéral, c'est se connecter à la source primaire, dans le bon sens du terme, primaire et primale de l'énergie d'amour, encore bien plus que les végétaux. J'en ai pour preuve que finalement, dans notre système solaire, en tout cas de notre connaissance actuelle dans la science, nous sommes la seule planète où il y ait du végétal et de l'animal. Donc le végétal et l'animal représentent vraiment quelque chose d'infinitésimal dans l'univers, tout comme la matière en elle-même ne représente quasiment rien. C'est un brin d'herbe par rapport aux énergies cosmiques en général, hors matière. Donc ce qui est intéressant, c'est de se reconnecter progressivement à l'animal, au végétal et au minéral, en sachant donc, comme je viens de vous le dire, que selon moi, le minéral est celui qui a été dans la matière le premier encodé par la source d'amour de la création. Voilà, je termine là-dessus en vous souhaitant le meilleur en tout temps et en tout lieu, comme j'ai l'habitude de le faire sur ma page Facebook, et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.